RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons parler publicité, nous allons parler réchauffement climatique, nous allons parler des actions à mener pour réduire son bilan carbone. Je rappelle que l'objectif d'ici 2050 est d'arriver à 2. C'est ça, à 2 tonnes. Ouais. Donc c'est pas mal. Et puis en termes de réchauffement climatique, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai mon col roulé, comme l'a préconisé notre cher ministre Bruno Le Maire. Non mais blague à part, je vais vous laisser vous présenter. Je suis en présence de l'association RAP. Donc c'est résistance, agression publicitaire. Et donc, pour traiter ce sujet aujourd'hui, il y a Virginie et Sam qui vous êtes représentants donc à l'échelle locale de cette association. Je vous laisse présenter l'association un peu plus amplement. Oui, bonjour. Alors, Résistance à l'agression publicitaire, c'est un groupe local qui a été créé à Nancy, donc de l'association nationale qui a été créée, elle, en 1992. Et à Nancy, ça a été créé suite à des marches pour le climat. En 2018, il y a eu des grosses marches pour le climat à Nancy, dont une qui a rassemblé plus de 4500 personnes. Et suite à ça, on s'est dit, c'est bien, on a marché, on a montré qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de changer les choses, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, les organisateurs et organisatrices de la marche ont organisé une réunion publique en invitant du coup les personnes qui étaient présentes pour voir ce qu'on avait envie de faire et sur quoi on voulait agir. Et il y a plusieurs sujets qui sont ressortis, notamment, vous l'aurez deviné, la publicité. On avait envie de travailler sur ce sujet-là parce qu'on pense que c'est un axe majeur, en tout cas, un des axes pour lutter contre le dérèglement climatique, et que ça en fait partie. Et donc voilà, on a décidé de montrer à partir de là le groupe local qui s'est donc créé en décembre 2018 à Nancy avec quelques personnes. Voilà. C'est vrai que vous êtes un peu à l'échelle locale, vous avez un peu anticipé ce qui s'est fait dans la convention citoyenne suite au mouvement des Gilets jaunes, qui n'avait pas plus de 11 propositions contre la publicité sur les 149 qui ont été retenues initialement. En quoi aujourd'hui la publicité est-elle agressive ? À quel moment on peut parler d'agression publicitaire ? Alors il y a, je pense, plusieurs raisons qui permettent de parler de ça. La première, c'est la question des contenus des messages. La publicité, son objectif principal, c'est de nous vendre des choses, que ce soit des objets, des activités ou des choses, et sans se poser la question de la conséquence et des impacts de ce qu'on nous vend. Quand on nous vend une voiture, le constructeur et le publicitaire se soucient pas spécialement de savoir à quel point elle est polluante ou non, par exemple. On voit même à l'inverse que globalement, sont les modèles les plus polluants qui bénéficient le plus de publicité en France actuellement. Les SUV, par exemple ? Exactement. Les grosses cylindrées, les voitures qui consomment énormément et qui coûtent souvent très cher. On parle là d'écologie depuis le début, mais ces messages, ils peuvent être également sur des fonds sexistes. Ça peut être aussi de la culpabilisation pour les gens qui n'ont pas les moyens de consommer comme ils le souhaiteraient. Enfin, il y a énormément de messages qui sont problématiques. Cette agression, de fait, elle crée une forme d'injonction un petit peu contradictoire, quoi. C'est d'un côté, on dit aux gens, pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne, il faut faire attention à ce que tu manges, parce que c'est important pour ta santé et pour la planète. Il faut faire attention à comment tu t'habilles, à ce que tu achètes, etc. Et de l'autre côté, on dit, pour être un bon consommateur ou une bonne consommatrice, il faut tout le temps acheter et sans te poser de questions. Et ça, c'est la publicité qui envoie ce message en permanence et qui fait que on se sent un peu comme coincé entre une enclume et un marteau sur ces sujets-là. Et puis, il y a une deuxième dimension, c'est la dimension du volume et de la masse. C'est-à-dire la publicité, elle est là partout, tout le temps. Elle est là dès qu'on sort dans la rue, elle est là dès qu'on allume un écran, elle est là dès qu'on regarde un film. Un film aujourd'hui, c'est généralement des placements publicitaires toutes les minutes. Pas toutes les minutes, mais très 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 régulièrement dans le cadre du film. Et donc, on a en permanence, de manière très insidieuse comme ça, ces messages qui ne sont pas là pour nous divertir, pour nous éduquer ou juste pour nous faire plaisir, mais qui sont là pour essayer de nous vendre quelque chose.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui en termes de pub? Parce que Sam, tu parlais du fait que la pub peut être culpabilisante pour une certaine partie de la société, on va le dire, surtout pour les prolétaires qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette consommation-là. Est-ce qu'on peut parler de violence symbolique? Je le pense, ouais. Globalement, aujourd'hui, on a ces messages un petit peu insidieux qui disent aux gens, si tu ne possèdes pas ça, bah, tu n'es rien ou tu n'es pas grand-chose. Aujourd'hui, pour exister, on le voit bien par exemple dans la pression dans les cours d'école, les enfants qui rentrent chez eux et puis qui expriment le fait que leurs copains ont telle ou telle marque et qu'eux ne peuvent pas l'avoir parce que leurs parents n'ont pas les moyens de le payer. Ça, c'est une violence en permanence qui laisserait à sous-entendre que si on n'est pas en capacité de consommer et d'acheter, en fait, on vaut moins que d'autres qui pourraient le faire. Alors que, évidemment, c'est l'exact inverse. Un être humain, c'est un être humain et il vaut pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pas forcément que pour ce qu'il possède. Et cette violence-là, comme tu le dis, on la retrouve dans les cours d'école, que ce soit même au primaire ou chez les adolescents. Ça veut dire que la pub aussi a réussi à instrumentaliser les plus jeunes pour qu'ils poussent les parents à la consommation, c'est-à-dire qu'on existe peut-être à travers les marques. Il y a un chiffre qui est intéressant sur les enfants, c'est que les enfants de moins de 5 ans, ils ne font pas la différence entre un message publicitaire et une information ou un programme jeunesse tel qu'ils le verraient. Donc là, on voit tout de suite que ça pose problème, parce qu'une information ou une publicité à destination de la jeunesse, pour eux c'est la même chose. Donc on va leur vendre telle nourriture, tel objet, pour lui, ça va lui créer les valeurs, il va se baser sur ces valeurs-là, et ça va lui rester pour sa vie d'adulte. Donc là, on voit vraiment que la publicité à destination des plus jeunes, qui sont les plus influençables, c'est vraiment une problématique. D'autant que la publicité, elle construit aussi les valeurs de notre société. Quand on voit, par exemple, les publicités sexistes, c'est un peu les valeurs-là qu'on va revoir partout dans la ville. Donc on va essayer de lutter contre ce phénomène-là, mais on va avoir des injonctions, comme le disait Sam tout à l'heure, des injonctions contradictoires partout. C'est entre 1002 et 2200 messages publicitaires par jour. Par jour, un citoyen français voit en moyenne entre 1200 et 2200 messages publicitaires. C'est ça. Donc ça va formater une idéologie et un esprit, et ça dès le plus jeune âge. Et donc concernant les publicités sexistes, à quel moment on peut dire qu'une pub est sexiste? Parce que c'est vrai qu'on voit par exemple dans les pubs de déodorant, on va voir une femme dénudée, on se demande si ça sert le propos de la pub ou si y a d'autres aspects qui sont un peu entre guillemets flattés, entre guillemets. À quel moment on peut dire attention, cette pub-là, il y a une tendance à instrumentaliser le corps de la femme? Et pour moi, c'est dès qu'on voit un corps pour vendre. Tout simplement. Il y a une recommandation qui est faite au niveau national sur la publicité pour enlever justement le sexisme de la publicité. C'est-à-dire qu'on ne montre que l'objet et pas des corps ou des personnes. Par exemple, si on veut vendre un déodorant, en fait, on montre le déodorant. On montre pas le corps derrière, puisque justement, c'est difficile de fixer une limite, de se dire, là, oui, c'est sexiste, là, non, c'est pas sexiste. Donc, pour nous, c'est à partir du moment où il y a un corps qui permet de vendre un produit. Alors, toujours sur les contenus des publicités, donc, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui, selon vous, va à l'encontre des valeurs qu'on essaye d'instaurer ou de transmettre aux plus jeunes et même aux moins jeunes d'ailleurs? Oui, alors moi j'ai pas de données spécifiques là-dessus, mais par exemple il y a une normalisation très très forte qui se fait dans les publicités. Peut-être que Virginie aura des choses plus précises que moi à dire. Ça va être par exemple sur la surreprésentation de personnes très minces ou voire maigres, la présence beaucoup plus de personnes blanches que de personnes de couleur, le fait de montrer des gens qui donnent toujours l'impression globalement d'être plutôt des personnes riches, etc., etc. Beaucoup de personnes valides en permanence, très, très peu de représentation de personnes avec des handicaps dans la publicité. Et tout ça, ça contribue à montrer une image de la société qui est fausse et puis qui pousse les gens à moins s'assumer tels qu'ils sont avec toute la diversité de la société dans laquelle on est. Et donc on a cette forme aussi de transformation de la réalité qui se fait à travers la pub et qui en fait se fait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire je sors dans la rue, je vois
que le modèle désirable qui est montré sur n'importe quel panneau, ça va être une femme très jeune, plutôt blanche, plutôt très mince, qui correspond au canon de beauté actuel tels qu'ils ont été façonnés notamment par la pub, mais aussi par le monde de la mode aussi. La mode, tout à fait. Et on a comme ça cette sorte de miroir déformant de la réalité qui crée aussi des complexes, de la souffrance pour énormément de gens, quoi. Cette injonction à la maigreur, c'est vrai qu'elle a fait l'objet de plusieurs discussions et réflexions récemment, notamment sur les réseaux sociaux, à travers Instagram, qui est le réseau social de l'esthétique physique. Et on se rend compte que finalement, ces mannequins-là, les photos sont retouchées pour leur donner plus de maigreur, enlever des détails, de la cellulite, ou alors affiner certaines parties du corps ou du visage. Donc là, ce que vous dites, c'est que la publicité, finalement, va contribuer à créer des complexes et à donner une image faussée de ce qu'est la réalité. Oui, il y a un terme qui est utilisé beaucoup, nous, au niveau de la pub, on appelle ça la dictature du bonheur conforme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être pour être heureux, et sinon, tant pis pour vous, vous avez raté votre vie, quoi. Alors, au niveau de votre association, est-ce que vous vous positionnez comme étant contre la publicité de façon globale, ou est-ce qu'il y a certaines nuances à ajouter à cette définition-là ? Alors non, on n'est pas contre la publicité, on est contre tous les effets négatifs que peut apporter la publicité. En soi, qu'un commerçant, votre boulanger du coin qui offre un nouveau produit, ou je sais pas, qui fait des bûches là pour Noël, qui fasse un petit peu de pub là-dessus, là en soi, on n'est pas contre. Ce pourquoi on se bat, c'est la publicité telle qu'elle existe actuellement. Donc dans toute la violence, comme on en a parlé, qu'elle montre, enfin je veux dire qu'elle fait ressentir dans son omniprésence, enfin je veux dire c'est difficile de se promener en ville ou d'être quelque part sans voir de la pub. Enfin faites l'expérience une journée, essayez d'éviter de la pub. C'est extrêmement difficile. Enfin, à moins que d'être en forêt toute la journée, et encore, vous allez peut-être croiser un logo sur une voiture, ou vous aurez une marque sur votre vêtement. Enfin, voilà, c'est extrêmement difficile. Donc, voilà, c'est vraiment contre les idées qu'elle véhicule et telle qu'est et son omniprésence en fait actuelle. C'est là-dessus qu'on se bat. Et puis l'autre combat qui est complémentaire à celui-là, c'est la question de l'impact direct de la pub, pas en tant que message, mais en tant qu'objet. Et là, nous, on est aussi très fortement pour une réglementation très concrète sur, par exemple, toutes les questions de consommation énergétique des panneaux publicitaires, panneaux vidéo, etc. Limitation de la publicité papier qui arrive dans nos boîtes aux lettres et qui crée énormément de déchets, qui ensuite doit être traité par la collectivité. C'est pas le publicitaire qui va payer pour que le papier qui finit à la poubelle soit traité. Une limitation des impacts aussi auxquels on pense moins souvent, mais par exemple l'omniprésence de la lumière que ça crée dans nos villes, etc. etc. Donc voilà, on souhaite que la pub soit contrôlée sur les messages qu'elle fournit, sur son omniprésence et aussi sur les impacts environnementaux directs qu'elle a, quoi. C'est vraiment l'omniprésence de la pub qui pousse à la consommation et même, je dirais, au consumérisme. Il y a un chanteur qui en parle d'une chanson, il s'appelle Tété, et c'est dans le morceau Tout doit disparaître. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Tété, Tout doit disparaître, une critique du consumérisme. On parle de consumérisme et on parle aussi des agressions publicitaires avec l'association RAP, Résistance Agression Publicitaire, avec Virginie et Sam. On parlait donc de la consommation, la publicité qui pousse à consommer toujours du neuf, toujours du récent. Et on le voit notamment avec les smartphones. Il y en a un nouveau modèle tous les 8 mois à peu près, et donc on jette, on ne répare pas, et c'est pareil pour les vêtements. Là aussi, ça fait partie des impacts de la publicité que vous dénoncez dans votre association. Oui, tout à fait. La publicité est là pour toujours vendre de nouveaux produits, parce que les entreprises fonctionnent avec comme ça cette pression et ce besoin en permanence de générer du chiffre d'affaires. Et ça repose énormément sur le fait de tout le temps créer des nouveaux besoins. Donc on va rendre un peu obsolètes les anciens produits et l'obsolescence. Ça, on parle souvent d'obsolescence programmée. Donc ça va être le moment où on fait en sorte qu'un produit n'ait une durée de vie limitée alors qu'elle pourrait durer beaucoup plus longtemps. Ça peut se faire soit
de manière très concrète, on va essayer de limiter la résistance des composants pour que plus rapidement ils tombent en panne. Les téléphones qui se cassent. Par exemple, il y a l'exemple, on dit souvent, un téléphone, pour citer Nokia 3310, qui tombait et qui marchait toujours bien, et aujourd'hui on fait tomber un Apple, Samsung, et bien c'est parti pour une centaine d'euros de réparation juste pour l'écran. Ou les batteries qui maintenant tiennent de moins en moins souvent. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux, c'est aussi ce qu'on appelle l'obsolescence de marketing, où l'idée ça va être de dire au bout d'un moment ton truc il est has-been, quoi. T'as vraiment l'air un peu d'un plouc si tu possèdes encore ce téléphone, parce que il y a le modèle d'au-dessus qui est sorti, qui a des super des super options en plus, qui va plus vite, qui est super important d'avoir, quoi. Ou alors tu vas pouvoir faire, je sais pas moi, des Snapchat sous l'eau, et avant tu pouvais pas. Et grâce à ce nouveau portable, tu vas pouvoir faire ça, et c'est quand même hyper classe. Et donc on a comme ça la pression publicitaire qui va arriver derrière en disant quand même, sois quelqu'un qui soit moderne et débarrasse-toi de ton ancien modèle et prends le nouveau, quoi. Ça va souvent être ce genre de messages qui vont pousser à renouveler beaucoup plus qu'il y en a besoin. C'est vrai que derrière la publicité, il y a tout un lifestyle, un style de vie qui est vendu aussi avec, c'est-à-dire que si t'as pas ça, si tu n'as pas Free, tu n'as pas tout compris. Si tu n'as pas telle chose, eh bien tu es moins intelligent ou moins hype, moins in, moins dans le coup que ton voisin. Et ça aussi, ce sont des choses qui comptent pour les citoyens, c'est-à-dire d'être dans le coup, d'être toujours à la mode. Il y a aussi, par rapport aux vêtements, tout ça a un impact sur les émissions en carbone, c'est-à-dire le transport des vêtements, des matériaux. Est-ce qu'on peut en parler un peu, Virginie ? Oui, bien sûr, les vêtements, c'est une industrie qui est extrêmement polluante. On voit bien qu'il y a des pubs partout qui nous incitent chaque saison, il y a une nouvelle collection et il faut changer sans cesse. Zara, par exemple, qui change 2 fois par semaine, donc on a plus de 5000 vêtements dans un seul catalogue, quoi. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est alimenté par la pub, ce genre d'imaginaire, puisqu'on va voir que si t'as pas telle collection, tel vêtement, telle marque, par exemple dans la cour d'école, en fait, on va se moquer de toi, quoi. Clairement, tu vas pas être à la mode, tu vas être en décalage, exclu. Si t'as pas les nouvelles baskets à la mode, c'est pareil. Ou alors si t'as des baskets sans marque, tout de suite t'es catalogué avec certains qualificatifs, quoi. Ou des baskets tachées. C'est vrai qu'il y a une époque, à l'époque de nos grands-parents, on voyait les coudes troués et recousus. Ça revient à la mode d'ailleurs, des vêtements neufs qui sont faits un peu sur ces modèles-là, avec où on recoue un peu, mais aujourd'hui ça ne se fait plus. Si on a un vêtement troué ou légèrement taché, on le jette, quoi. Oui, et puis en fait c'est pas du tout basé sur le durable, c'est les valeurs qui sont transmises par les vêtements, et on parle pas du tout de leur praticité ou de ce pull il est chaud, non, enfin c'est pas ça qui est mis en avant, c'est pas du tout. Donc c'est de l'hyper-consommation, toujours plus. Voilà. Et la conséquence chiffrée, elle est très simple, c'est qu'entre 2000 et 2020, la vente de vêtements par habitant en France a été multipliée par 2 de vêtements neufs. Donc en 2020, un Français ou une Française moyenne achète 2 fois plus de vêtements neufs que la même personne en 2000, les 20 dernières années. Et ça, c'est la conséquence de la fast fashion, l'ultra fast fashion qui arrive maintenant avec Shein ou des plateformes comme ça qui renouvellent encore beaucoup, beaucoup plus rapidement, notamment via Internet. Et puis surtout la pub qui pousse en permanence à renouveler tout ça. Et l'ultra fast fashion qui a des prix dérisoires, c'est-à-dire on peut acheter une robe à 10 €, un t-shirt à 2 € en sachant que le salaire des Bangladais qui font ça, parce qu'il y a beaucoup d'usines en Bangladesh, je crois que c'est moins de 30 centimes par heure, un chiffre du genre entre 30 et 70 centimes par heure de salaire, et ça permet de produire des vêtements à des prix dérisoires. Oui, puis avec les désastres humains qu'on connaît et l'effondrement du Plaza Rana, je crois que c'était ça, le nom qu'il y a eu il y a quelques années. C'est quand même ça les conséquences derrière. En plus de la pollution, il y a un désastre humain qui est énorme. Donc d'un côté, il y a un accès, on va dire, aux vêtements neufs qui a été démocratisé, démultiplié, parce que les coûts ont baissé. Mais d'un autre côté, c'est peut-être la valeur des vêtements aussi qui a été perdue, parce qu'on a moins de mal à jeter un t-shirt à 2 € parce qu'il y a une tache qu'un t-shirt qu'on aurait payé peut-être à 50 €.
Puis c'est également souvent des vêtements qui sont beaucoup moins résistants, qui tiennent beaucoup moins dans le temps, parce que on met moins de matière, voire de temps en temps on prévoit l'endroit où ça va craquer en premier. Hein. La fameuse mythe des pantalons qui lâchent toujours à l'entrejambe. On peut se demander si de temps en temps c'est pas parce que aussi c'est un peu plus fragile là qu'au reste de la pièce. Et de fait, si on veut vendre des choses à 2-3 euros, alors qu'à côté, quand c'est de la qualité, c'est vendu 20, 30 ou 40, c'est aussi qui vont être moins durables et qu'on va pouvoir les garder moins longtemps. Cela dit, c'est important toujours de le redire et de ne pas culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que des t-shirts à 2-3 euros. Il y a plein de gens pour qui c'est aussi important de pouvoir se vêtir à pas cher parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. C'est vraiment une problématique de société et pas une problématique de personne. Il ne faut surtout pas trop culpabiliser ou surresponsabiliser les individus. Ce qui n'est pas normal, en fait, c'est que le système fonctionne comme ça et propose tout le temps et incite tout le temps les individus à aller plus loin dans l'hyperconsommation là-dessus. Mais c'est clairement pas de la responsabilité des individus s'ils reçoivent 2000 pubs par jour, si on les incite à toujours acheter plus et moins cher, etc., etc. Il y a le marché de la seconde main qui d'ailleurs est un marché qui explose. Mais est-ce que c'est pas un marché avec un effet rebond, c'est-à-dire que on se dit bon, c'est pas grave, je vais surconsommer et puis de toute façon derrière je pourrais vendre mes vêtements un peu usés sur Vinted pour en racheter d'autres. Est-ce que finalement c'est pas un cercle vicieux qui s'installe avec ce marché en pleine expansion? Ouais, on peut se poser la question. Moi, quand j'en parle, notamment avec les gens que j'évoque là-dessus, j'interviens notamment dans certaines universités pour parler de ces sujets-là. Ce que je recommande toujours, c'est de dire, le moyen le plus simple, c'est si on a envie de continuer à consommer, c'est ok, on revend d'occasion, mais on réachète aussi d'occasion, et on essaye de toujours faire une pièce pour une pièce. Donc, aujourd'hui, tout le monde a plutôt des placards qui débordent, pour les gens qui en ont les moyens de vêtements que l'inverse. Ces personnes-là, elles peuvent se poser la question de probablement faire un premier tri et ensuite de se dire maintenant j'ai atteint mon maximum et je ne le dépasserai pas. Et surtout de limiter au maximum le neuf. On a de quoi vêtir la France entière pendant des années, voire des décennies, normalement sans rien produire si on le souhaitait, vu les volumes qu'on a produits jusqu'à présent, quoi. C'est bien qu'on a besoin de la pub du coup pour vendre de nouveaux vêtements. Et en parlant d'argent, justement, j'ai lu qu'on pouvait, avec l'argent qui est investi dans la publicité, remédier au problème de la faim dans le monde. C'est-à-dire qu'avec les milliards qu'on met chaque année dans la pub, est-ce que ça se passe au niveau gouvernemental? Est-ce qu'il faudrait limiter le nombre de publicités? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous, dans votre association, vous proposez des alternatives ou des initiatives pour réduire la publicité? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la pub, ça coûte très très cher et cet argent pourrait probablement être employé ailleurs. On pourrait imaginer, par exemple, que les entreprises investissent moins dans la publicité pour investir plus dans la qualité environnementale ou sociale de leurs produits, c'est-à-dire mieux payer leurs salariés, faire des produits qui coûtent un peu plus cher mais qui polluent moins, et une partie de leur budget publicitaire pourrait être investie là-dedans. Le chiffre qui sort souvent, c'est qu'en France, par exemple, une voiture neuve, s'il n'y avait pas la publicité, elle coûterait 1 000 € de moins. Donc on pourrait imaginer soit qu'elle coûte moins cher et que du coup les consommateurs et consommatrices soient gagnants, soit que cet argent soit utilisé pour avoir des véhicules moins polluants, des salariés mieux payés, etc. etc. Ceci dit, souvent l'industrie de la pub va vous répondre oui, mais il faut que nous on fait vivre beaucoup de gens, de salariés, etc. C'est un peu souvent leur argument numéro 1 pour dire il faut surtout rien changer. Nous on pense que tout cet argent il pourrait être libéré pour créer des emplois qui auraient beaucoup plus de sens que celui-là. Encore une fois, le but n'est pas de complètement arrêter la publicité, c'est bien de faire savoir sur des produits, sur des choses, mais c'est de largement la réglementer. On a vu des mouvements comme Extinction Rébellion ou le collectif C'est pas Versailles ici aller et donner des tips pour éteindre les publicités. Alors, depuis peu, ça fait quoi, peut-être 2 mois aujourd'hui, au niveau de l'État, on a pris des décisions pour réduire les publicités nocturnes dans les magasins. Je ne sais pas si c'est encore sur toutes les villes en France, mais on en voit de moins en moins. Là aussi, on peut parler d'agression pour les lumières, pour la consommation aussi d'énergie, quand on voit des grandes vitrines allumées en pleine nuit alors qu'il n'y a pas besoin, alors que les rues sont éclairées déjà.
Oui, il y a plusieurs problématiques par rapport à la lumière et même l'électricité plus globalement dans les pubs. Il y a la problématique actuelle qu'on connaît actuellement sur la tension au niveau de l'énergie. Donc on nous dit qu'on va peut-être devoir avoir des coupures et fermer des écoles pendant des matinées. Mais en attendant, les publicités, elles sont toujours allumées. Donc il y a un moment où on voit quelles sont les priorités qui sont mises dans l'utilisation de l'énergie. Donc effectivement, il y a cette problématique-là actuellement. Mais il y a également la problématique de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, elle agit sur la biodiversité. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de lumière en ville la nuit, ça fait que les espèces nocturnes, telles que les chouettes, certains insectes, oiseaux et autres, du coup, ils vivent moins bien parce qu'ils ont besoin d'obscurité, en fait. Donc, cette biodiversité-là, elle décline petit à petit. Donc, sachant que déjà la biodiversité, elle est en danger actuellement. Donc voilà, il y a cette problématique-là. Ça joue aussi sur les humains. Puisque ça agit sur le sommeil, par exemple, la lumière. Ça perturbe, et il y a du coup même des problèmes d'obésité qui sont liés à ces problèmes de sommeil et de lumière qui est omniprésente partout la nuit dans les villes, quoi. Quand on dort moins bien, on a plus tendance à prendre du poids. Exactement. Donc c'est une vraie problématique. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire un petit peu le périmètre d'extinction des publicités. Donc je crois que c'est entre 1h et 6h pour toutes les publicités, puisque avant c'était limité à certaines publicités, mais ça existait déjà. Mais bon, clairement c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi déjà on mettrait, nous ce qu'on pose comme question, pourquoi on continuerait à avoir de l'électricité dans les publicités, en fait, tout simplement. Pourquoi ne pas les éteindre ? Moi, là, je vais parler plus à titre personnel qu'en tant que porte-parole de résistance à l'agression publicitaire, mais moi, ça me rend fou. Ça me rend fou de me dire qu'il y a des gens qui, en ce moment, alors qu'il fait -5, -6 dehors, n'arrivent pas à se chauffer parce que l'électricité est trop chère, et qu'à côté de ça, on dépense une consommation conséquente d'énergie pour allumer des panneaux, même des fois en pleine journée, en extérieur, alors qu'en fait, cette énergie pourrait être utilisée de plus en plus rare, et donc elle coûte cher parce qu'on n'arrive pas à faire tous les usages qu'on a, et que du coup, on a à côté de ça des gens qui socialement peuvent pas se chauffer, peuvent allumer chez eux, etc., etc. C'est absolument hallucinant, en fait. Par exemple, à Nancy, il y a à peu près 80% des publicités à l'extérieur qui sont électrisées, et ça représente l'équivalent de l'éclairage de 5000 foyers. Voilà. Donc si on les éteignait, vous voyez ce qu'on peut en faire, quoi. Et ces lumières éblouissantes, Kanye West en parle dans un morceau qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Flashing Light. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter Flashing Light. On parlait des lumières qui consomment. On va parler aussi bilan carbone. Et on parle surtout de comment lutter contre les agressions publicitaires avec l'association Résistance Agression Publicitaire Nancy. Et pour ce faire, je reçois Virginie et Sam. On parlait tout à l'heure des publicités dans la rue. On a parlé des vêtements. Il y a aussi l'incitation à consommer en termes de nourriture et aussi pour les déplacements. On a parfois des détournements de pubs. Il y a une pub Ryanair qui avait été détournée. Est-ce qu'on peut en parler de ça, Virginie ? Oui, par exemple sur les déplacements, ça fait partie des plus gros annonceurs en France, Renault par exemple, et ça m'avait les chiffres tout à l'heure. Peugeot, c'était Renault et Peugeot. Plus de 400 millions d'euros de budget de pub en 2019 chacun. Et c'est énorme. Voilà, et puis il y a tout un imaginaire aussi qui est créé autour de la voiture. Je pense par exemple à la liberté, à l'évasion, etc. Donc on a l'impression que c'est bien, il faut avoir une voiture, on fait ce qu'on veut, on peut aller où on veut. Enfin vraiment, il y a tout cet imaginaire-là qui est créé.
Donc ensuite, c'est difficile de passer à des mobilités qui sont plus en cohérence avec le dérèglement climatique. Enfin, par exemple, des pubs pour le vélo. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Enfin, voilà. Très rarement. Voilà. En tout cas, on voit plus des choses autour du voyage, de l'avion aussi. L'avion est extrêmement présent. Quand on a un aller-retour, des pubs pour des allers-retours à 20 € dans n'importe quelle ville européenne, après c'est difficile en fait de reporter les mobilités vers le train. Enfin voilà, on nous rend vraiment cette évasion et cette facilité. Donc voilà, vous savez, par exemple le vélo avant qu'il y ait de la publicité pour le vélo à l'époque, il y a plusieurs années, personne ne voulait le prendre en fait, tout le monde était réticent. À ce nouveau mode de mobilité. Donc voilà, en fait, c'est la publicité qui a créé l'envie et le besoin d'utiliser le vélo à l'époque. Alors que nos villes sont de plus en plus pourvues de pistes et de bandes cyclables. Donc, ça, c'est un autre sujet. En tant que cycliste, c'est pas si évident. Alors, non, c'est pas encore parfait, hein, mais on va vers une amélioration. En tout cas, les municipalités en tiennent compte petit à petit. Après, bon, on peut toujours discuter sur le rythme de la façon voilà, mais donc du coup, on est littéralement matraqué par cet imaginaire-là. Par exemple, le nombre de comptes Instagram, par exemple, je vois qui promouvoient le voyage en van, sur les routes. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose autour. Et donc du coup, à côté, le vélo, ça fait pas rêver, quoi. Justement, pour revenir sur ce que tu disais, Virginie, quel est le problème aujourd'hui avec le vélo? C'est que c'est pas encore assez adapté, c'est que c'est peut-être dangereux pour les cyclistes aujourd'hui de prendre les routes parce que on n'est pas encore habitué à rouler avec des cyclistes. Si on avait le même budget pour le vélo que le budget qu'il y a dans la pub pour les voitures, je pense que là actuellement on n'aurait pas du tout la même relation au vélo et que clairement il y aurait des infrastructures plus adaptées et les choses seraient faites pour qu'on puisse circuler de façon plus facile, quoi. Sam ? C'est aussi le fond des messages qui sont souvent un petit peu pernicieux, moi je trouve, avec notamment la question de la voiture. Ça date pas d'hier, hein. C'est dans les années 70, il y avait déjà la fameuse pub de « Il a la voiture, il aura la femme », où on disait quand même clairement « Si t'as pas une bagnole, jamais tu choperas », quoi. C'était quand même le message qui était clairement annoncé dans la pub. Et encore aujourd'hui, alors évidemment ils sont un peu plus subtils maintenant, mais est-ce que tu as déjà vu, par exemple, quelqu'un galérer pour trouver une place dans une pub de bagnole? Non, c'est bizarre. La bagnole, elle a toujours une place de créneau parfaitement disponible. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un coincé dans un bouchon dans une pub de bagnole? Non, jamais. En fait, la réalité de la voiture en ville aujourd'hui, c'est ça. Et on déforme complètement la réalité dans ce qu'on nous vend pour vendre un imaginaire désirable qui en fait n'existe pas. Acheter une bagnole aujourd'hui, quand on est citadin, c'est galérer pour se garer, c'est avoir des dégradations, c'est devoir aller faire le plein en sortant de la ville, etc. C'est plein de trucs relous qu'on ne montre surtout pas dans la publicité. Et c'est très coûteux aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Et au-delà de ça, tu parlais aussi de la question de la nourriture. Les publicitaires, ils ont aussi énormément de coups d'avance sur nous, sur la compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau. Et ça, c'est un truc qui est, moi, je trouve particulièrement inquiétant et qui s'illustre bien dans la bouffe. McDo, c'est devenu des spécialistes là-dessus. S'ils font, par exemple, des pubs où on voit juste les produits en gros plan ou en picto sans aucun texte ni rien, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des études qui ont été faites qui se rendent compte que les messages publicitaires rentrent mieux dans notre cerveau quand on doit faire un petit effort pour comprendre de quoi ça parle. Donc en fait, on a une sorte de récompense qui se fait dans notre cerveau parce qu'on a compris l'énigme de « Ah tiens, c'est une pub pour McDo » et ça permet de rentrer dans notre cerveau qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Pour parler de McDonald's, parfois dans les pubs McDonald's, on voit le petit agriculteur local, des fois un petit papy prendre sa feuille de salade, le fermier limite je caricature, en train de traire pour avoir le lait qui mènera. Donc on a vraiment cette impression que on va aller prendre un burger, mais qui sera vraiment chez nos commerçants locaux qui travaillent dans la dureté, alors que dans le réel, on n'y est pas vraiment. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant, au-delà même des producteurs locaux. Alors, quand même, ils se fournissent chez des producteurs locaux, mais ça va souvent être des très gros fournisseurs qui produisent énormément. La pub, ça crée aussi une autre inégalité, c'est que si on a des petits commerçants qui veulent faire de la sandwicherie de proximité avec des bons produits, qui veulent réinventer un peu le fast-food, et il y en a plein dans qui essaient de faire ça, en fait, ils n'ont pas du tout la même visibilité, parce qu'ils n'ont pas le budget publicitaire pour se faire connaître et eux mettre en avant ce qu'ils ont. Et donc, la pub, ça crée aussi
quand on parle de fabricants de voitures, c'est moins grave. Tous les fabricants de voitures ont des budgets pub et ils ont les moyens. Mais quand on veut comparer le petit kebab du coin ou la sandwicherie, je sais pas, comme le Made in France à Nancy, face le voyou qu'on salue. Ouais, par exemple, face à McDo, on voit bien qu'il y a un écart et une injustice sur la capacité à faire connaître ses produits et à orienter les clients vers chez soi qui est gigantesque. Donc, il donne l'impression de défendre le petit producteur, artisan, etc. Alors qu'en fait, ils ne jouent pas du tout à armes égales là-dessus, puisque eux peuvent se payer des campagnes de pub à coups de millions, alors que les autres ne peuvent pas. Et donc sur cette question de la nourriture, est-ce que la publicité aussi, parce que on parle quand même là de fast-food, de nourriture grasse, est-ce qu'elle nous pousse aussi à mal consommer ? Est-ce qu'on peut l'affirmer aujourd'hui ? Bien sûr, c'est prouvé. Il y a eu des études autour. Clairement, la publicité favorise la malbouffe. C'est un fait. Il suffit de voir toutes les publicités pour la nourriture qu'on voit partout. Voilà, c'est ça qui est mis en avant. Les budgets, ils sont là-dessus. Enfin, je veux dire, les industriels, ils ont aucun intérêt à faire de la publicité pour une salade verte. Voilà, j'exagère, mais là où les industriels de l'agroalimentaire vont gagner de l'argent, c'est sur les produits transformés. On sait que les produits transformés, c'est moins bon pour la santé, ça crée de la malbouffe, du rapide, voilà. Et puis évidemment, on nous vante un petit peu c'est convivial, on va à tel endroit, on n'a pas le temps, alors vite, ça c'est bien, rapidement, au micro-ondes, voilà. On utilise aussi les problématiques qui sont dans la société pour vendre ça, mais clairement, on sait que c'est moins bon pour la santé. Donc, est-ce qu'au final, c'est un peu comme pour la cigarette, c'est-à-dire que c'est une consommation qu'on aura qui sera mal orientée, mais qui sera payée au final par le public, parce que ce sont des nourritures qui vont donner des maladies, et au final, l'argent public va compenser ça par la sécurité sociale, etc. Donc ça aussi, on peut dire que finalement, indirectement, cet argent-là, on paye doublement, on paye pour la malbouffe, et on paye derrière pour soigner ce que la malbouffe aura créé, quoi. Ouais, oui, ça, c'est la dimension collective, et il y a aussi la dimension individuelle. Moi, je trouve, encore une fois, quand on parle des gens, je trouve anormal que quelqu'un qui se balade dans la rue et qui vit sa vie, du coup, tombe face à face avec un panneau qui lui donne faim. Et en fait, des pubs bien foutues, c'est capable de faire ça. Ça va pas déclencher une sensation de faim de dingue. On va pas passer d'un coup de il faut à tout prix que je rentre dans ce resto. Mais tout le jeu, c'est quand même de déclencher des pulsions de nourriture dans ce cas-là. Un désir. Tout à fait, qui est immédiat. Et typiquement, pour moi, c'est une forme d'agression qui est évidemment beaucoup moins grave que d'agresser quelqu'un en direct dans la rue ou autre, mais qui est quand même une forme d'agression qui est répétée en permanence et puis qui pousse les gens à l'inverse de ce qu'on leur dit de faire. Et donc, d'un côté, on va leur dire surtout, tu dois être responsable de ta santé, bouge, mange 5 légumes par jour, etc. Et de l'autre côté, on va leur dire, va manger ce burger tout de suite, fonce, quoi. C'est vraiment complètement incohérent. Les gens sont écartelés entre les deux messages, quoi. Eh bien, on va marquer une petite page, non pas publicitaire, mais musicale, avec Jacques Dutronc. Le morceau s'appelle « La publicité ». 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Jacques Dutronc, la publicité qu'on vient d'entendre sur RCN 90.7. On est en direct pour parler des luttes contre les agressions publicitaires avec Virginie et Sam, représentants de l'association Résistance Agression Publicitaire. On parlait en préambule de cette émission de cette injonction à mettre des cols roulés, à baisser les chauffages à 19 degrés. On a aujourd'hui un président qui nous parle de sobriété, alors qu'il y a quelques années, il disait ne pas vouloir s'inscrire dans le modèle Amish. Lorsqu'on parlait de sobriété, aujourd'hui, c'est plus un gros mot. Est-ce qu'on a un président qui devient écolo ? Je ne sais pas. En tout cas, il a déclaré la fin de l'abondance. Et qui dit fin de l'abondance, dit la question des émissions carbone. Je rappelle que l'objectif 2050, ce serait d'atteindre les 2 tonnes. Aujourd'hui, on en est en moyenne à 10 tonnes en France. Et alors, la moyenne, c'est toujours un chiffre un peu trompeur, parce que c'est comme qui dirait, si un milliardaire rentre dans un restaurant, en moyenne, tout le monde est milliardaire. Parce que, voilà. Donc ça fausse un peu les calculs. Et si on regarde la médiane, on est plutôt à 7 pour les Français. Donc,
quand on prend en compte les personnes qui partent qui font un mois de vacances en yacht avec 1 million de fuel. Ça existe, ils font 1 million de fuel, 1 million d'euros de fuel pour partir en yacht un mois de vacances. Ça fausse complètement les calculs. Et si on prend aussi les jets privés comme on a pu voir cet été grâce à plusieurs comptes Twitter qui parlaient des jets de Bernard Arnault, etc., ça fausse les calculs. Donc, sur le bilan carbone, vous aussi, vous êtes engagé pour donner peut-être des conseils, en tout cas peut-être en termes de publicité, sur comment réduire son impact, son empreinte carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, pour pouvoir essayer d'aller vers un monde décarboné, un monde meilleur ? Y a quand même une partie de l'impact carbone qui est générée par les services et les collectivités qu'on utilise. Donc là, à Nancy, il y a un règlement qui est en cours, qui s'appelle, un règlement qui est en cours d'élaboration, qui s'appelle le règlement local de publicité intercommunale. Et en fait, ils sont en train de réécrire toutes les règles qui concernent les publicités extérieures. Donc c'est les publicités qu'on va voir dans la rue, sur les abribus, ces choses comme ça. Voilà, exactement. Et donc là, il y a possibilité d'être plus restrictif que le règlement national. Voilà, et les citoyennes et citoyens peuvent contribuer en ligne et donner leur avis sur la pub. Donc moi je conseille fortement à toutes et tous de le faire. Voilà, parce que c'est important de donner votre avis et de montrer que on veut moins de pubs, on veut plus d'électricité dans les pubs. Voilà. Donc là, je vous encourage fortement à aller donner votre avis. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des contacts ? Comment vous contacter si on veut vous poser des questions, adhérer à votre association ? Comment faire ? Alors, on a une page Facebook, clairement, vous pouvez nous envoyer un message, une page sur Instagram, donc Rap Nancy ou Résistance à l'agression publicitaire Nancy, et également par mail, du coup, à contact.nancy@antipub.org. Sam ? Ça, c'est probablement aujourd'hui l'action la plus efficace qu'on puisse faire sur la question de la pub. C'est vraiment à Nancy, en tout cas, de participer à cette consultation sur le RLPI, d'interpeller ses élus. Quand on dit Nancy, c'est tout le territoire, donc c'est y compris toutes les communes autour, d'interpeller les élus pour leur demander de bouger, d'être très proactif pour faire éteindre les publicités, etc. Vous pouvez évidemment venir militer avec nous, participer aux actions qui sont faites par Résistance à l'agression publicitaire. Est-ce qu'il y a des événements bientôt ? Est-ce qu'il y a des dates à donner pour nos auditeurs ? Ouais, la prochaine date, c'est le 21 janvier à 14h30. Donc, tout est sur nos documents et toutes les adresses que Virginie a indiquées. On va faire une visite touristique publicistique de Nancy en expliquant, y compris où sont posés les panneaux illégaux, parce qu'il y en a beaucoup, où sont, comment est orientée la publicité, etc. Donc voilà, on va se balader dans Nancy et on va avoir des guides qui vont vraiment rentrer dans les détails. Ça s'annonce plutôt sympa et avec une bonne dose d'humour. C'est le 21 janvier. 21 janvier à 14h et voilà. Le rendez-vous est où ? Et rendez-vous, c'est boulevard Lobo, à l'éléphant bleu, juste en dessous de cet affreux panneau numérique que vous avez sûrement déjà près vu. Du radar de feu. Voilà. C'est pour ceux qui connaissent. Très bien. Et puis on peut peut-être en 2 mots aussi suggérer 2-3 choses qu'on peut faire de chez soi si on a moins envie d'être dans l'action collective. Sur la question énergétique, le premier truc à faire potentiellement, que moi je vois, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est d'installer des bloqueurs de pub sur ces appareils électroniques, donc ordinateurs, téléphone portable, pour éviter qu'il y ait en permanence des pubs vidéo notamment qui sont très consommatrices, qui mangent de l'énergie dans les serveurs où elles sont hébergées, qui se lancent à tout bout de champ. Donc voilà, préservez-vous de la pub sur toutes les plateformes où vous êtes, et pour ça, installez des bloqueurs de pub. Il y a parfois certains sites qui sont inaccessibles quand on bloque les pubs. Ouais. Ça aussi, c'est... Oui, mais c'est de moins en moins, et ils préviennent, donc à ce moment-là, on peut juste mettre ce site-là en exception. Par exemple, sur le bloqueur de pub, c'est possible, et ensuite, ça fonctionne quand même très bien. Et puis pour les auditeurs, auditrices qui habitent pas sur l'agglomération nancéenne, mais tout autour, mettez un stop pub sur votre boîte aux lettres si c'est pas encore fait. Voilà, sur Nancy, c'est plus la peine parce qu'on est passé aux 8 pubs maintenant, donc il faut mettre un oui si on veut avoir des pubs, sinon par défaut on n'en a pas. Donc ça, c'est un très bon progrès qu'on peut saluer. Mais dans toutes les villes qui sont pas concernées par ça, vous avez le droit de mettre un petit autocollant pour éviter d'avoir la publicité que vous n'avez pas demandé dans votre boîte aux lettres qui va finir à la poubelle 5 minutes après. Virginie, Sam, est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cette émission-là sur la lutte contre les agressions publiques ?
publicitaire? Est-ce que vous avez une bouteille à la mer? Surtout qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a nos stagiaires de 3e qu'on salue, Céliane, Éléonore et les autres aussi. On vous salue. Alors pour cette jeune génération-là, est-ce qu'on a un petit mot? Moi je dirais c'est de se renseigner un petit peu sur les effets de la pub, comment ça fonctionne, parce que je pense que plus on se renseigne et qu'on est conscient des mécanismes, plus c'est, je dirais pas facile, mais en tout cas plus on parvient à s'en affranchir et à changer les choses, quoi. Sam? Et moi c'est le message que j'ai déjà un peu passé auparavant, c'est évidemment, il y a toujours des moments où chacune, on achète des trucs dont on pourrait se passer, et moi le premier, même si je suis très engagé sur ces sujets-là. Le but n'est pas de s'en vouloir quand c'est le cas, c'est juste d'avoir du recul, de réfléchir, de comprendre qu'en fait, même si on a toujours l'impression qu'on n'est pas vulnérable à la pub, en fait, on l'est tous et toutes. Sinon, ils ne dépenseraient pas autant d'argent pour ça. S'ils dépensent autant d'argent pour ça, c'est bien parce que ça marche, et il faut en être conscient. Et donc, voilà, ça n'empêche pas de se faire plaisir une fois de temps en temps, mais c'est bien d'avoir du recul et de réfléchir à pourquoi on consomme. Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a vraiment besoin et envie, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on nous l'impose un petit peu en nous le bourrant dans le crâne à coups de centaines ou de millions d'euros? Tant qu'on sera influençable, il y aura des influenceurs. Merci beaucoup Virginie, merci Sam d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis on se retrouve l'année prochaine ou la semaine prochaine pour la dernière. Allez, à plus tard. RCN, www.rcn-radio.org